Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans À vos droits, je suis Perrine et aujourd'hui je suis accompagnée par Élise et Mathilde. Nous sommes toutes les trois étudiantes en master de droit de la responsabilité médicale au sein de la faculté libre de droit de l'Université catholique de Lille et sommes présentes aujourd'hui afin de vous parler du droit des patients détenus. Vous le savez sans doute, mais la crise du Covid-19 a chamboulé le monde et a également chamboulé l'organisation de notre société. Bien qu'il paraisse comme les laissés pour compte de cette pandémie, elle a également eu un impact considérable sur les détenus et sur le milieu pénitentiaire. En effet, entre confinement à répétition et mise en quarantaine, il faut savoir que les mesures prises au sein du milieu carcéral étaient les mêmes que pour la population libre. L'an dernier, le garde des Sceaux actuel, Éric Dupond-Moretti, est venu affirmer que lors de cette pandémie, les droits des patients détenus étaient les mêmes que ceux des patients libres. Cependant, Mathilde, je me pose une question. Hors crise Covid, est-ce que les droits des patients détenus sont réellement effectifs et sont-ils les mêmes que ceux des patients libres ? Alors tout d'abord, bonjour Perrine et merci pour ton invitation. Officiellement, nous pouvons dire que les législations nationales et européennes prévoient les mêmes droits pour les patients détenus que pour les patients libres. Tel est le cas par exemple du droit au secret médical, du droit à l'information ou du droit au libre choix de son médecin. Et la liste est bien évidemment non exhaustive. Alors j'ajouterai à cela qu'en France, il y a 3 niveaux de prise en charge en fonction de l'état de santé du patient. Pour les soins somatiques, le niveau 1 correspond aux soins en ambulatoire et aux consultations classiques. Et tout cela se fait au sein de l'USMP, unité sanitaire en milieu pénitentiaire. Pour le niveau 2, cela correspond aux hospitalisations de 48 heures et cela se fait au sein de l'hôpital de rattachement du centre pénitentiaire. Et pour le niveau 3, cela correspond aux hospitalisations complètes et se fait au sein de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale. Alors merci Élise pour cette petite précision par rapport à la prise en charge des soins somatiques du patient détenu. Cependant, il faut que vous sachiez que la prise en charge d'un patient ne se fait pas uniquement par rapport aux soins somatiques, mais également par la prise en charge des soins psychiatriques d'un patient détenu. Donc est-ce que vous pourriez me dire quelques mots de cette prise en charge ? Alors effectivement, les soins psychiatriques sont également pris en charge. Il existe 3 niveaux comme pour les soins somatiques. Donc pour les soins du niveau 1 et du niveau 2, ils sont pris en charge par l'USMP. Pour le niveau 2, l'USMP doit se doter obligatoirement d'un service médico-psychologique régional pour prendre en charge les patients détenus. Et pour le niveau 3, les détenus sont transférés automatiquement au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée, où les soins se font sans consentement ou avec consentement, selon les cas, comme pour les patients libres. Merci beaucoup Mathilde. Alors j'aurais souhaité rebondir sur un propos que tu nous as évoqué tout à l'heure. Tu nous as dit que les droits des patients détenus étaient les mêmes que ceux des patients libres au regard de la législation nationale mais aussi européenne. Alors je me pose la question de savoir si de tels droits comme le droit à l'information, le droit à l'accès aux soins ou encore le droit à la prévention sont prévus pour les patients détenus au même titre que pour les patients libres ou est-ce qu'ils font l'objet d'un aménagement tout particulier ? Alors la Cour européenne des droits de l'homme justement à un accès à une qualité et une continuité des soins pour les patients détenus. Il faut absolument qu'elle soit identique à celle du reste de la population. Notamment, une autorité a été mise en place pour veiller au respect de ces droits fondamentaux. Cette autorité, c'est le contrôleur général des lieux de privation. Pour ce qui est du droit à l'information, le détenu peut choisir de recevoir l'information sur son état de santé. Il peut également faire le choix de ne pas la recevoir. Je me permets de rebondir, Élise, parce que ces éléments contribuent au bien-être physique et mental des patients détenus. Et les acteurs de santé au sein de ces structures essayent de mettre en place une éducation à la santé, mais c'est pas une mince affaire. Il y a des structures de prévention contre les addictions et les maladies sexuellement transmissibles, qui ont vu le jour afin de sensibiliser la population carcérale. Mais le problème repose surtout sur le fait de cantiner, car beaucoup de biens, notamment les biens d'hygiène ou de bien-être, sont disponibles que grâce au cantinage. Et malheureusement, les détenus préfèrent toujours acheter des cigarettes que du dentifrice, par exemple. Oui, comme tu nous le dis et comme tu nous l'affirmes, Mathilde, on constate qu'il y a une tentative de mise en œuvre de cette mission d'éducation à la santé auprès des détenus, mais effectivement, le frein est réel du fait du cantinage. Mais alors, je me pose la question de l'effectivité de certains droits fondamentaux des patients, comme le droit au secret médical ou encore le droit au choix du médecin. Est-ce que ces droits sont réellement effectifs pour les détenus ? Alors, pour ce qui est du droit au secret médical, il me semble réellement
difficile d'affirmer que ce droit est effectif pour les détenus. Si on prend par exemple l'exemple d'un USMP et qu'on le visite, on se rend vite compte que les salles de consultation sont très fines et très mal isolées et que les personnes extérieures peuvent très bien entendre ce qui se passe au sein de la consultation. Et le deuxième problème réside dans le fait que les médecins eux-mêmes sont frieux à l'idée d'être seuls en présence de leur médecin, de leurs patients, et demandent la présence d'un agent pénitentiaire, ce qui nuit fortement à l'essence même du droit au secret médical. Il y a aussi des difficultés quant au droit de choisir son médecin. En effet, les patients détenus sont auscultés par les médecins qui sont présents au jour de leur rendez-vous à l'USMP. Cependant, de manière exceptionnelle, une demande peut être faite par le patient détenu. Une demande d'autorisation, justement, peut être faite par le patient détenu au directeur régional des services pénitentiaires pour justement choisir son médecin. En revanche, si tel est le cas, le patient devra financer lui-même son ticket modérateur. Alors du coup, Élise, j'en profite, tu parles de la prise en charge par le patient détenu de son ticket modérateur, donc il doit prendre en charge ses propres frais de santé. Est-ce que cette prise en charge par le patient détenu est automatique ou bien est-ce que dans certains cas, il peut être exonéré de la prise en charge de son ticket modérateur? Et si par malheur, il n'est pas en capacité de prendre en charge ses frais de santé, alors à qui revient la charge de ces frais? Les patients détenus, donc, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient du régime général de la sécurité sociale au même titre que les assurés sociaux dits libres, mais les assurés sociaux sont dans l'obligation de financer le ticket modérateur, donc c'est-à-dire 30% qui restent à leur charge par rapport à leurs soins de santé, mais cette somme revient par conséquent à l'établissement pénitentiaire. Cela veut donc dire que les patients ne sont pas exonérés du ticket modérateur ainsi que du paiement des soins dont ils bénéficieraient à l'extérieur. Si le patient détenu est donc en mesure de financer ses soins, il devra les financer lui-même. En revanche, si un soin est prescrit par un des médecins de l'USMP et que le patient n'est pas en mesure de le financer, ce sera alors à l'établissement pénitentiaire de supporter cette charge. Et on peut également ajouter qu'une prise en charge peut être demandée par le détenu à l'assurance maladie pour la prise en charge de lunettes par exemple. Alors je vous remercie toutes les deux de nous avoir démontré par vos exposés à quel point les droits des patients détenus sont prévus en théorie dans nos textes nationaux mais également supranationaux, mais force est de constater qu'il existe un réel fossé entre la théorie et la pratique. Et donc, je me pose la question de savoir si des actions ont été mises en œuvre afin de pallier cet écart entre théorie et pratique. Alors, bien heureusement, Perrine, des actions sont mises en œuvre, notamment depuis 2012 avec l'instauration de la téléconsultation dans le milieu carcéral. Ça permet d'offrir à la population incarcérée la même prise en charge qu'à l'extérieur. Également, ça permet la diversification de l'offre de soins pour les détenus. Ça renforce alors le lien de confiance entre le médecin et son détenu et le détenu se sent alors beaucoup plus concerné par sa santé et un réel acteur de sa santé. Il faut cependant nuancer le propos car malgré justement la mise en place de certaines activités pour le bien-être des patients détenus, comme par exemple l'art thérapeutique, le sport ou bien même le fait d'effectuer des dons de produits d'hygiène ou de santé, cela reste quand même assez anecdotique car en pratique c'est assez élevé. Le coût de ces dispositifs est assez élevé. À titre d'exemple, 4 heures de relaxation par semaine s'élève à 3 600 € à l'année. Je vous remercie toutes les deux. Alors pour conclure, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour le dire, le progrès a encore des progrès à faire concernant l'effectivité des droits des patients détenus, mais aussi entre le clivage de ce que la théorie prétend et de ce que la pratique renvoie. Merci encore une fois, Élise et Mathilde, de m'avoir accompagnée sur ce sujet et à très bientôt. Merci Perrine. Au revoir.